Antônio está jogando futebol. Muito bom, muito bom. Que accent. Tu vois pas le barbu qui court? Ah, ok. J16 à la course pour le climat. Aujourd'hui, Walid a décidé de tracter la remorque à pied. Quelle idée de merde, Walid, n'est-ce pas? Il trouvait que c'était trop simple. C'est plus dur comme ça. C'est plus dur comme ça. Adèle, trouves-tu que ce projet est trop facile? Oui. J'ai très envie de rouler sur ça. Nous avons perdu Benjamin, dévoré par le grand méchant loup, mais nous sommes toujours là. Et on double Walid, c'est trop facile. Hop là, et allez, 2 autres sur le bord de la route. Et on double Antoine. L'agent mobile capricieuse comme toujours. On a répété le manche. Pendant ce temps, Adèle et Benjamin donnent un précieux coup de main. On donne un soutien moral. J'immortalise. Ouais. Je suis en train de montrer le caractère héroïque de votre action. Pour que les générations futures s'en souviennent. Regardez les générations futures, ce qu'ils font pour vous. Vas-y, filme, on va se battre avec Walid là. Ah, génial. Les enfants ne veulent que ça. Notre partenaire du jour est Carrefour Market qui nous a offert une multiprise. Merci Carrefour Market. Enfin, en tout cas, l'employé Carrefour Market. Pardon? Non, est-ce qu'on peut passer à travers là? C'est trop fort. Ouais, mais attends, si après on fait des petits coups de clé comme ça, on pourra traverser, je pense. J'ai mis des raisins, des abricots, des dattes, Notre des sponsor amandes. du jour est Adèle Thomasian qui nous offre des graines. Ouais. Très important les graines. Salut. Alors du coup là on est étape 16, plus que 2 jours. Demain on sera reçu dans une mairie et jeudi à Paris. Franchement c'est passé assez vite et on est assez content d'en avoir bientôt terminé. Donc je suis là pour faire le petit récap, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo, on a été un peu pris par le temps et on a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc voilà, je vais faire un petit récap des dernières étapes. La dernière fois on s'était quitté, donc étape 14, donc ça fait déjà 2-3 jours, à Amélie. En gros, ce qui s'était passé, c'est qu'on était reçu, enfin on a eu un gymnase de la part de la mairie. Et en fait, les choses se faisant, il s'est trouvé que le moment où on est arrivé correspondait au moment où il y avait la fête de l'Europe à Amélie, donc des concerts, des stands, des événements en rapport avec l'Europe. Et en l'occurrence, un adjoint à la mairie, enfin un délégué de la mairie chargé du sport, nous a conviés à une soirée qui au final a été plutôt arrosée pour certains d'entre nous. Je n'en fais pas partie. Arrête. Et en fait on a fini la soirée en gros bon déjà aller manger à la fête de l'Europe, on a pu manger comme on le voulait, mais surtout à discuter en fait. Il se trouve que l'association dont faisait partie ce délégué chargé du sport rentrait d'une course qui est partie donc d'Espagne, du milieu de l'Espagne jusqu'à Amélie. Puisqu'en fait, l'association est Amélie Run for Europe. Et donc, en fait, la ville d'Amélie est jumelée avec plusieurs villes, une en Espagne, une en Italie, une en Allemagne. Et il se trouve que du coup, plusieurs fois, ils sont partis donc, de ces villes jumelées pour rallier Amélie pour la fête de l'Europe, avec donc des coureurs, des délégations venues de chacune des villes jumelées. Donc en fait on s'est retrouvé à parler espagnol, français, anglais, avec des Italiens, des Espagnols, des Allemands et des Français. C'était des super discussions, avec des gens plus expérimentés, plus âgés que nous, mais des sportifs aussi, enfin avant tout des sportifs. Et donc voilà, ça a été une sacrée soirée. Derrière, le lendemain, soupe sur loin. Pas grand chose à déclarer, hein. Ça a été une étape assez classique, on a longé le canal, on est arrivé plutôt tôt, on était hébergé dans un camping, on s'est posé. À la différence que cette fois on a pu se baigner, parce qu'il y avait un petit étang à côté, une récupération optimale, et on a pu noyer Dimitri, et ça fait du bien. Non seulement on l'entendait plus, mais on l'a remis à sa place, c'est parfait. Je vais bien maintenant. T'as quelque chose à dire Dimitri? Non, continuez maître. C'est presque un rire diabolique putain. Bon ma foi. Donc non, soupe sur l'eau, pas grand chose à dire, on a juste été hébergé dans un camping et puis ça a été une sacrée bonne étape, ouais. Une bonne récupération, un monsieur nous a donné une demi-pizza presque, c'était vraiment bien. Derrière on a eu l'étape d'hier où on est arrivé jusqu'à Moret-sur-Loing. Le soir on a été hébergé dans un gymnase, tout ce qui est le plus classique.
À la différence que Dimitri et moi on allait faire un foot avec des terminales, parce qu'ils jouaient sous notre fenêtre et on n'a pas pu dormir avant. Mais c'était cool, sacrée étape aussi. Et puis là on arrive à aujourd'hui, donc aujourd'hui on est à Moret-sur-Loing et Orvanne. Pardon, Moret-Loing et Orvanne. Sacrée étape. Non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Boissette. Ah oui, j'ai mal lu. Oui. Enfin, on est à Antoine. Boissette, pardon. On est à Boissette. Et ouais, sacrée étape. On a eu énormément de côtes. J'avais la charrette tout le long et c'était lourd. On a eu des coureurs qui m'ont bien aidé à pousser dans les montées à certains moments. Ouais, sacrée étape, très physique au final. Je m'y attendais pas du tout. Mais même si on avait vu que vers Paris, ça grimpait un peu aux alentours de la forêt. C'était quoi déjà le nom ? Fontainebleau, Ouais, ça c'est Fontainebleau. le pardon. Aux légendaire. alentours de Fontainebleau, oui, on savait que ça allait grimper, qu'il y aurait des côtes, mais quand même, c'était un peu violent. Hmm. Et puis donc cet après-midi, grosse sieste, et puis en fait, là on est hébergé dans une vieille école qui en fait est attenante à la mairie, qui est juste derrière moi. En fait là on est clairement, là c'est limite la cour de la mairie en fait, on n'est même pas proche d'une rue ou quoi, la rue est de l'autre côté de l'église, parce que là du coup c'est l'église. Ouais, L'église. sacrée étape, grosse sieste. Et puis en fait tout l'après-midi on a eu la secrétaire de la mairie, les services municipaux, l'adjoint délégué à l'environnement, le maire qui est même passé en fin de journée discuter 1 heure avec nous. Bah du coup ça fait une sacrée rencontre, c'était super intéressant, super sympa. Vraiment une super journée à nouveau. Aujourd'hui on a décidé en accord avec ce qui a été discuté un peu de vous parler d'urbanisme. Donc voilà, comment est-ce qu'on organise la ville à l'échelle de la ville, hein, mais même au-delà. Et puis comment parler d'écologie quand on parle d'organisation de la ville. C'est pour faire quoi ? Je te fais un câlin si tu bouges. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Un pétage de câble, ça fait 2 semaines et demie, j'en peux plus. Bonjour, aujourd'hui Antoine a dit qu'on allait parler de logement, de construction et d'urbanisme. Du coup, voilà, c'est moi qui m'ai occupé de ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de logement et de construction? C'est parce que il s'agit aujourd'hui d'un secteur crucial à transformer. C'est-à-dire que le logement déjà il est responsable d'énormément d'émissions de gaz à effet de serre en France. Donc que ce soit sur la construction ou sur l'énergie, c'est à peu près un quart de nos émissions. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Et aussi voilà, ça va occasionner ça va concerner des problématiques d'artificialisation des sols et également d'inégalités sociales très importantes. Du coup, quels sont les problématiques les plus importantes auxquelles il faut répondre sur le logement aujourd'hui? Déjà, il y a un énorme enjeu aujourd'hui qui est celui de la réhabilitation thermique. En France, on a une énorme partie des logements qui ont été mal conçus, c'est-à-dire avec une très mauvaise isolation, avec des mauvais matériaux, et qui du coup perdent énormément d'énergie, ce qui fait qu'en hiver on a besoin d'énormément chauffer, et en été ils sont juste complètement inconfortables, et du coup ils occasionnent des énormes consommations d'énergie en fait. Et tout simplement, le gros enjeu c'est d'en rénover 1 million par an à peu près pour atteindre les objectifs, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, quoi. Et en parallèle de ça, on a énormément de logements qui utilisent des sources d'énergie qui sont fossiles. C'est-à-dire que c'est à peu près la moitié des logements en France qui se chauffent au gaz ou au fioul. Parmi les autres restants, il y en a énormément qui utilisent des radiateurs classiques. C'est-à-dire, je prends de l'électricité et je la transforme en chaleur. Et donc avec des rendements tout pourris. Ce qui fait que il faut développer pas mal d'autres filières. Typiquement, le chauffage au bois. Typiquement le chauffage urbain, donc recycler la chaleur urbaine pour chauffer les habitations. Et plein d'autres astuces. Donc voilà, l'enjeu numéro 1, c'est cet enjeu de réhabilitation qu'il faut pousser, soit à travers des obligations réglementaires, et soit aussi en encourageant les gens à le faire avec des subventions qui sont stables et qui sont ambitieuses, étant donné que mécaniquement, les logements les moins bien isolés, les moins performants, ça va aussi être les logements des gens les plus pauvres. Donc sans subvention, on ne peut pas vraiment arriver à faire quoi que ce soit là-dedans. Et également, le deuxième aspect très important, c'est la construction neuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on construit 400 000 nouveaux logements pour 250 000 nouveaux ménages à peu près. Mais le gros problème, pourquoi est-ce qu'on construit à ce point plus de logements qu'il y a de nouveaux ménages? C'est parce que il y a des territoires qui sont très attractifs, qui vont faire que énormément de monde va vouloir y habiter, et d'autres territoires qui vont se vider. Ce qui fait que donc on a beaucoup d'endroits en France avec énormément de logements vides, typiquement les campagnes et les villes moyennes, au profit des grandes aires urbaines.
et de ce qui se passe autour d'eux. Donc les conséquences de ça, c'est que du coup on va ronger des espaces naturels ou des espaces ruraux, quoi, et on va construire un ensemble de bâtiments avec des matériaux typiquement comme du béton ou des parpaings qui vont avoir une empreinte carbone très élevée. Et voilà, du coup il faut faire en sorte à la fois de construire mieux quand on a besoin de construire, c'est-à-dire développer beaucoup plus les filières biosourcées comme la paille, le chanvre, les matériaux de ce genre-là qui sont en France aujourd'hui ultra anecdotiques, et les matériaux géosourcés comme par exemple la terre, la pierre, qui aujourd'hui sont encore, comme les matériaux biosourcés, sont encore beaucoup trop minoritaires. C'est-à-dire que en fait il faut dépasser simplement l'objectif de rentabilité qu'offrent les matériaux qu'on utilise habituellement pour se concentrer sur la durabilité. C'est-à-dire que le béton, s'il a réussi à se développer autant, c'est parce que déjà il est vraiment pas cher, il est super facile d'utilisation, c'est-à-dire que même si on fait n'importe comment, on va avoir une maison qui tient à la fin. Et voilà, il présente des délais de construction qui sont très faibles aussi, c'est-à-dire que quand on va couler un mur en béton, paf, on peut le démouler très tôt ensuite et reconstruire par-dessus, donc les chantiers vont très vite. Et ça demande assez peu de main d'œuvre finalement. Et donc si on veut passer à d'autres façons de construire, ça va demander plus de main d'œuvre, ça va demander plus de temps, et donc ça va être aussi plus cher. Et donc voilà, pour faire en sorte que ça arrive, on a également besoin de réglementation, on a également besoin de subventions, et voilà. Donc là on a répondu aux enjeux de construction et de réhabilitation sur les logements déjà existants, mais il faut aussi voir les logements dans sa globalité, c'est-à-dire voilà, à l'échelle du territoire, à l'échelle de la ville. Il va falloir affronter des problématiques vraiment très importantes, c'est-à-dire que les villes sont des territoires vraiment particulièrement exposés aux effets du dérèglement climatique et aux crises énergétiques en fait. Si on veut parler que des effets du changement climatique, sur les villes on va avoir une énorme exposition à des vagues de chaleur, c'est-à-dire que du fait de l'artificialisation, de la bétonisation et de l'absence de végétaux, la chaleur va être très très concentrée dans les villes et va avoir du mal à se dissiper. Ce qui fait que du coup elles vont être particulièrement confortables en été, quoi. Et également du fait que les villes soient aient été conçues de façon complètement imperméable, avec l'augmentation des précipitations et des événements extrêmes à cause du changement climatique, on va avoir de plus en plus d'inondations du fait que les systèmes d'écoulement des eaux vont être de plus en plus sous-dimensionnés si on veut continuer à traiter les eaux comme on le fait aujourd'hui. Et donc voilà, du simple point de vue technique, il va falloir mettre en place des solutions pour lutter contre cet effet d'îlot de chaleur urbain. Simplement ça veut dire quoi? En gros ça veut dire végétaliser les villes, donc mettre du vert partout où on peut, enlever de l'asphalte partout où on peut. Et voilà, avoir un travail sur aussi les surfaces qu'on va mettre, donc avoir des surfaces plus réfléchissantes, aussi un travail sur la morphologie urbaine, inclure beaucoup plus de bioclimatisme dans les villes, c'est-à-dire une architecture qui est ancrée en fait dans son milieu naturel et qui utilise en fait les points forts de son milieu naturel à son avantage. Et au niveau de l'hydrologie, tout simplement, il va falloir qu'on rende les villes plus perméables. Donc là aussi, ça passe par la végétalisation. Et ça passe par le fait de tout simplement traiter l'eau de pluie comme une ressource et pas comme quelque chose dont on veut se débarrasser, donc utiliser l'eau de pluie d'une façon intelligente. Là je rentre pas du tout dans le détail évidemment parce que c'est un sujet qui mériterait des heures à en parler, mais on n'a pas forcément des heures pour ça. Voilà, donc il faut aussi penser que les villes ont été conçues autour de la voiture, et donc en fait on a des trams extrêmement spécialisés, c'est-à-dire que on va avoir une zone résidentielle, on va avoir une zone d'activité, et donc les gens vont faire des migrations entre les deux, et parfois ces trajets peuvent être extrêmement longs. Justement à l'avenir les villes vont devoir être beaucoup plus polyvalentes, c'est-à-dire mélanger les fonctions dans les mêmes espaces pour que les gens aient moins à se déplacer, et donc ça va demander énormément de mutation de l'espace urbain. Également des enjeux super importants, ça va être de réduire la place de la voiture dans la ville, donc faire en sorte que tout soit plus accessible à vélo facilement, que tout soit plus accessible en transport en commun facilement. Et voilà, et là aussi ça pose des questions d'équité sociale, puisque souvent ce sont les classes les plus pauvres qui sont situées le plus loin des grands centres urbains et qui ont besoin de parcourir les plus grandes distances. Donc il va falloir penser les villes de façon à inclure tout le monde. Et les mécanismes par lesquels ça va passer, ça, ils sont multiples. Déjà il faut avoir des élus qui sont formés sur ces questions-là.
Donc tout simplement, si les élus ne sont pas au courant des problématiques, on ne peut pas s'attendre à ce que des miracles aient lieu. Donc c'est vraiment important de faire un énorme travail de sensibilisation sur les élus, voire même si un jour vous devenez pointu dans un domaine en lien avec le changement climatique, pourquoi pas vous engager en politique pour être directement acteur de la transformation de votre territoire. Ça va aussi demander ce que les villes aient des moyens pour faire tous les projets dont elles auront besoin. Et aujourd'hui, par exemple, on s'est entretenu avec le maire de Boissette et le conseil est assez alarmant, c'est-à-dire que l'État se désengage de plus en plus des communes et depuis le début de la présidence Hollande, le budget de cette ville, par exemple, a été réduit de 2/3. Ce qui fait qu'ils ont plus qu'un tiers des moyens qu'ils avaient avant pour s'occuper de tout ce qui est dans la ville. Et donc on peut facilement comprendre que pour mettre en place des changements, ça va être compliqué. Voilà, il va aussi y avoir un gros enjeu de tout ce qui va concerner la commande publique, c'est-à-dire voilà, quand les mairies font appel construire un projet, par exemple construire une école, voilà, il faut faire attention à ce qu'on utilise des matériaux biosourcés, à ce qu'on redynamise le commerce local, et tout simplement voilà, recréer de l'emploi local qui permettent de faire en sorte que les petites villes, les villes moyennes redeviennent attractives en fait. Quelque chose à rajouter également d'important sur les villes, c'est que voilà, pour faire écho à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec le maire de Boissette, tout simplement protéger la biodiversité dans la ville. Par exemple, si on veut protéger un arbre, c'est quelque chose qui est possible, qui est rendu possible par l'outil réglementaire, mais ça demande de bien s'y connaître et donc d'avoir une connaissance pointue en fait des règlements et du PLU. Et aussi un autre truc vraiment très important à comprendre, c'est que en fait c'est beaucoup plus facile de ruiner les efforts de transition d'une ville que d'aller dans la bonne direction. C'est-à-dire, par exemple, là on est juste à côté d'un lotissement qui juste a été construit parce que le maire précédent a décidé, contre l'avis de tout son conseil municipal, d'accepter en fait le projet d'un promoteur immobilier qui a racheté une parcelle pour la découper en une dizaine pour faire des maisons individuelles dessus en mode pavillonnaire. Qui sont aujourd'hui, on le sait, une aberration, c'est-à-dire que en termes de consommation d'espace, en termes de consommation d'énergie, et en termes de déplacement induit, c'est pas un modèle viable. Et donc voilà, il suffit qu'à un moment, un instant T, un maire donne une signature pour que on ait quelque chose qui soit irrémédiable pendant l'avenir à long terme en fait. Et du coup, ce que ça implique, c'est que il faut vraiment en fait s'engager dans la politique locale parce que si on laisse faire ce genre de choses, après on va se retrouver avec des problèmes qu'on va traiter pendant ensuite des dizaines d'années. C'est-à-dire que la mutation des espaces urbains, c'est vraiment un phénomène lent. Et si on le fait dans la mauvaise direction, après il y a une inertie énorme qui fait que c'est très compliqué de faire marche arrière. Et que donc, voilà, il faut empêcher que les changements aillent dans la mauvaise direction, déjà, première étape, et ensuite faire en sorte d'améliorer les choses. Voilà. Il faut tirer, hein. C'est pas lourd du tout. C'est toi qui tire. Mais vous brillez quand même. Ouais, non, parce que du coup, eux ils seraient allés sur la course. Et moi je peux pas trop courir donc j'avais dit que je prenais.